quand on parle de gouvernance financière, il s'agit tout simplement d'une sphère internationale, éventuellement d'une sphère nationale. Nous sommes sur un écosystème, nous sommes sur un consensus intercontinental, interrégional. Et donc, nous avons le chef d'État, nous avons aussi le gouvernement qui sont, je dirais, responsables sur la déclinaison de toutes les politiques liées à la gouvernance publique. Et donc, quand on parle de gouvernance financière, il y a le ministère de l'économie et des finances. Donc, en matière de gouvernance financière publique, il est le premier concerné, c'est l'acteur majeur de la réforme. Et donc, ça se concrétise à travers une loi organique des finances. Éventuellement, par rapport à la gouvernance internationale financière, nous avons un certain nombre d'agences. Donc, il y a une surveillance en matière de gouvernance financière. Donc, il y a l'agence COFAS qui s'occupe des notations pays. Il y a Fitch Ratings et Moody's, c'est des notations qui notent beaucoup plus le budget économique et gouvernemental des pays. Donc, le Maroc, il a une note stable. Donc, nous avons une note A4. Donc, c'est une note convenable. Éventuellement, Moody's Fitch Ratings, c'est du triple B. C'est-à-dire qu'on maîtrise en général les indicateurs de gouvernance financière. Donc, il y a le Fonds monétaire international éventuellement qui joue un rôle prépondérant dans les politiques financières et dans tout ce qui est gouvernance financière des pays. Et donc, il a carrément élaboré une code de transparence budgétaire qui va falloir suivre la confiance dans chaque pays. Il y a aussi la Banque mondiale, il y a un certain nombre d'indicateurs en matière de gouvernance financière. Donc voilà, nous sommes sur un écosystème de gouvernance financière. Et tout le monde est concerné. Quand on parle de gouvernance, comme a dit notre cher professeur, ça part de l'individu, de la famille, vers les entreprises publiques, privées et vers les institutions de l'État. Donc tout le monde est concerné par la gouvernance et je n'exclus personne. Donc en parlant toujours de gouvernance financière publique, donc ce qui pilote la gouvernance financière au pays, c'est le ministère de l'économie et des finances. Nous avons d'autres acteurs majeurs. Donc il y a par exemple le rôle de la Direction générale des impôts, parce que quand on parle de gouvernance financière, il ne s'agit pas uniquement de dépenses, il s'agit aussi de recettes. Donc il y a la question des ressources de l'État qui est extrêmement importante, et en général, quand on passe gouvernance, on pense exécution des charges. Donc non, c'est du profit, c'est des recettes, c'est la collecte des ressources. Et donc nous avons aussi la trésorerie générale du royaume, donc c'est l'encaissement des recettes de l'État et les acteurs majeurs dans la question de la gouvernance financière. Nous avons l'administration des douanes qui s'occupe de la collecte des impôts. Et donc, elle a un rôle prépondérant en matière de gouvernance financière publique. Et donc, il y a aussi les instances de contrôle, le rôle de la Cour des comptes comme étant une instance supérieure de contrôle des finances publiques. Et j'arrive à la gouvernance privée. Et donc, quand on parle de gouvernance financière privée, il y a un rôle très important de l'ordre des experts comptables. C'est eux qui certifient les comptes. Et donc là, on est pleinement là-dedans. On parle de gouvernance comptable en matière de gestion des finances privées. Il y a aussi CDVM qui a un rôle très important. Donc il est le garde-fou, il joue le rôle d'un contrôleur de tout ce qui se passe au niveau de la bourse. Il y a aussi le rôle de la CGEM, c'est le représentant des entreprises privées. Il y a aussi un rôle extrêmement important à Banque Mali, parce que Banque Mali il fait de la gouvernance et de la politique monétaire. Et donc il joue un rôle de régulation. Il y a d'autres institutions mastodontes en matière d'économie. Il y a l'OCP, il y a la CDG, il y a Maroc Télécom qui se positionne en Afrique. Donc nous sommes sur un écosystème de gouvernance financière et nous sommes sur un consensus. C'est un partenariat public-privé. Et croyez-moi, la question de la gouvernance, c'est que tout le monde, faut qu'il soit imprégné. Aujourd'hui, au niveau du ministère des Finances, on parle de pilotage de la réforme. Et donc, selon moi, il s'agit de réformer le mode de pilotage financier. Il s'agit de valeurs, il s'agit d'inculquer un mode de pilotage basé sur l'efficacité, sur l'efficience, sur la pertinence pour guider l'action commune et pour que tout un chacun soit impliqué dans la question de la gouvernance financière qui aura certainement des impacts sur la croissance économique de notre pays et c'est ce qu'on verra sur les slides suivants. Donc concrètement parlons, quand on parle de gouvernance financière, donc, il s'agit d'abord d'hypothèse d'élaboration de la loi de finances. Quand on parle d'hypothèse d'élaboration de loi de finances, donc, pour la loi de finances de 2016, nous avions le prix du baril. C'était parmi les hypothèses de préparation du budget de l'État. Alors maintenant, avec la décompensation des produits pétroliers, donc cette hypothèse est tombée à l'eau, on l'a carrément abandonnée. Donc, il y a le taux d'inflation. Donc, les hypothèses de la loi de finances 2017, un taux d'inflation aux alentours de 1,7%. Nous avons le cours moyen
du gaz butane, $350 la tonne. Nous avons aussi un déficit budgétaire, ce qu'on appelle dans le jargon financier public un objectif de déficit. Donc on a prévu 3%. Donc par rapport à 2016, nous avons prévu 3,5% et nous étions sur un déficit de 3,9%. Donc nous n'avions pas respecté ce qu'on appelle l'objectif de déficit. Il y a éventuellement le taux de croissance, donc on table sur un taux de croissance de 4,5%, donc on est très optimiste. Donc il y a le Haut Commissariat au plan, il y a aussi Banque du Maghreb, le taux de croissance c'est aux alentours de 4, 4,2, 4,3. Au ministère des Finances, on est plus optimiste, on parle de quelque chose aux alentours de 4, 4,5 du PIB. Et donc quand on compare les perspectives de croissance de 2017 avec les perspectives de croissance de 2016, donc pour l'année 2016, nous avions prévu une croissance de 3,5. Il faut savoir une chose, c'est que la croissance économique elle est fortement liée aux précipitations et au changement climatique. Et donc, le PIB agricole il a reculé, ce qui a impacté par conséquent la croissance générale. Et donc, nous sommes sur une croissance modeste de 1,9 par rapport au PIB pour l'année 2016. Donc, dans le même ordre d'idées et sur la base des hypothèses dont je viens de vous parler, on prépare le projet de loi de finances. Et donc, projet de loi de finances de 2017, donc les recettes du budget général, donc c'est 217 milliards de dirhams. Nous avons les comptes spéciaux du Trésor, ce qu'on appelle compte d'affectation spéciale. Il s'agit de ressources propres qui financent des dépenses bien précises. Donc, on est sur l'ordre de, je dirais, à peu près 78 milliards de dirhams. Il y a aussi les segments, ce qu'on appelle les services de l'État gérés de manière autonome, et nous sommes à peu près sur 3 milliards de dirhams. Et donc, le budget de l'État, ça comprend tout ce que je viens de vous expliquer. C'est le budget général, c'est les comptes d'affectation spéciale, les comptes spéciaux du Trésor, et c'est aussi les budgets segments. Donc, par rapport aux dépenses au budget, en matière de budget général, quand je dis le budget général, c'est le fonctionnement matériel, dépenses diverses, les dépenses de personnel, aussi les dépenses d'investissement. Et donc tout cela, c'est 273 milliards de dirhams, et déjà on est déficitaire par rapport au budget général avec un solde de moins 56 milliards de dirhams. Donc par rapport aux comptes spéciaux, nous sommes excédentaires, parce que les recettes financent largement certaines dépenses précises par rapport aux comptes d'affectation spéciale. Donc là, on est sur un excédent de 7 milliards de dirhams. Donc le segment, s'il s'agit d'une balance, c'est des recettes qui financent les dépenses, et donc c'est de par nature équilibré. Alors, quand on ajoute les emprunts de l'État marocain, et quand on déduit l'amortissement de la dette, et quand on déduit les charges d'intérêt, commissions, etc., donc on est sur un besoin résiduel de financement de 25 milliards de dirhams. Et donc, par rapport aux charges de personnel, et là on est beaucoup plus sur une gouvernance financière qui est surveillée par le Fonds monétaire international, donc nous sommes sur 39% du budget général. Ça représente 39% de l'ensemble du budget général de l'État, et donc c'est quelque chose aux alentours de 105 milliards de dirhams. Sachant que la règle d'or, imposée même par la Banque mondiale, c'est qu'il ne faut pas dépasser 10,5 par rapport au PIB en matière de masse salariale pour pouvoir bénéficier de lignes de liquidation. Donc, il y a aussi l'amortissement de la dette du pays à moyen et long terme, donc il représente 67% des investissements du budget général. Pourquoi j'ai ramené ça par rapport au budget général? C'est pour dire qu'aujourd'hui nous avons 67 milliards de dirhams d'investissement public proprement à l'État. Le problème c'est l'ICOR, c'est-à-dire c'est le coefficient marginal du capital. Nous avons un coefficient marginal du capital qui est très élevé, c'est-à-dire qu'il nous faut 7 unités en matière d'investissement pour avoir une seule unité par rapport à la croissance. Et nous sommes sur ce qu'on appelle en jargon anglo-saxon, nous sommes sur une low growth. Donc on ne fait pas de la bonne croissance, on investit dans les équipements, dans les bâtiments, mais on n'est pas sur la croissance. Et donc dans le même ordre d'idée, donc on a 190 milliards de dirhams d'investissement, et ça, c'est pas que les investissements du budget de l'État, nous avons aussi les investissements, tout ce qui est entreprise, établissement public, c'est 107 milliards de dirhams. Nous sommes aussi sur les investissements collectivités territoriales, et là c'est beaucoup plus, c'est de l'investissement régional, et donc là c'est 16 milliards de dirhams. Donc, grosso modo, c'est la problématique. Et je vais vous dire une information extrêmement importante, c'est que l'investissement au Maroc, il a triplé entre 2000 et 2014. Nous avons triplé l'effort d'investissement, mais la croissance, elle est restée faible. C'est-à-dire qu'avec cette unité d'investissement, nous n'obtenons qu'un point supplémentaire en termes de PIB, en termes de croissance nationale. Donc, je descends vers les entreprises à caractère semi-public. Donc, quand je vois le chiffre inscrit au niveau de la loi de finances, la caisse de dépôt de gestion, plus de 150 filiales, un mastodonte économique et financier, donc le produit
les dividendes à verser à l'État, c'est 272 millions de dirhams. C'est peu, sachant qu'au niveau du bilan de la CDG, on parle de milliards et de milliards de dirhams. Donc certainement, il y a des dépenses qui sont liées à la politique de fidélisation et le résultat n'est pas, je dirais, équilibré, sachant qu'il y a des produits de cession. Donc on fait de la vente et ce que j'appelle personnellement, c'est une rente immobilière pour générer des recettes et pour améliorer carrément le résultat net par vous. Et donc l'office chérifien du phosphate, quand même, il verse 2 milliards de dirhams de dividendes à l'État. Et c'est le chiffre prévu sur le projet de loi de finances 2017. Nous avons aussi Maroc Télécom, 1,34 milliard de dirhams. Jusque-là, c'est bon. Alors, s'il vous plaît, ce qui m'a marqué pour l'année 2016 en tant que contrôleur de gestion financière du CMGM, donc j'ai 3 effets marquants en matière de gouvernance financière et d'économie de pays. Donc, il y a la société Massa Maroc, regardez avec moi, il y a 30 000 souscripteurs et c'est des personnes physiques. Et quand je dis 30 000 souscripteurs, personnes physiques, c'est-à-dire qu'ils ont mobilisé 600 millions de dirhams. Autrement dit, on est sur une gouvernance par tête. C'est que le citoyen marocain aujourd'hui, il est conscient qu'il doit faire de l'épargne, qu'il doit faire de l'investissement, qu'il doit faire des placements pour générer des recettes. Et donc ça, on est beaucoup plus sur une conscience en matière de gouvernance personnelle, domestique et même familiale. Parce qu'il y a même des membres de la famille qui achètent des actions auprès de la même banque. Donc, et quand je vois par exemple en termes d'investissement énergétique les réalisations de la société Mazen, il faut dire que son endettement, donc à fin 2015, il est de 10 milliards de dirhams. Donc ça, c'est la dette globale. Donc je comprends parfaitement qu'on est sur des investissements énergétiques. Et donc quand on est sur le démarrage, quand on est sur un business plan de 3-5 ans, et donc on investit, on ne génère pas de recettes. On est en train de monter des projets, mais quoique le chiffre d'endettement, il est extrêmement important et ça interpelle la question éventuellement de la gouvernance financière. Quand je vois le cas de la Samir en 2016, donc là, une vraie problématique de gouvernance financière, donc nous sommes sur une dette globale de 43 milliards de dirhams, avec l'appel à manifestation d'intérêt et la liquidation judiciaire, donc des propositions aux alentours de 32 milliards de dirhams, ça ne couvre même pas les dettes cumulées de la Samir, sachant que tout le bilan de la Samir, il est à 21 milliards de dirhams. C'est le bilan de la Samir, donc il ne couvre même pas les dettes cumulées, et ça c'est un vrai problème de gouvernance. Et donc, dans le même ordre d'idée, en parlant de 2016, et ça touche aussi le secteur privé, donc il y a 10 milliards de dirhams de redressement douanier. Donc quand on parle de redressement en matière de douane, c'est une responsabilité des entreprises qui font de l'import-export. Donc il y a un problème quelque part. Soit les entreprises, je m'excuse pour le terme, elles cherchent à tricher, soit la douane elle est très sévère, elle cherche à collecter plus de recettes. Donc certainement, quand on voit 10 milliards de dirhams de redressement à la douane, certainement on parle d'un problème de gouvernance. Il faut creuser et voir c'est quoi le problème. Éventuellement, nous avons 12 milliards de dirhams de contrôle fiscal effectué par la Direction générale des impôts. C'est extrêmement important. Personnellement, je viens du secteur privé et je me rappelle très bien un patron d'entreprise. Un jour, je lui ai préparé le crédit de TVA à verser à l'État. Il m'a posé la question, est-ce que je suis habilité à signer ce chèque? C'est beaucoup. Il faut que je vois avec l'accord. Il faut éventuellement on a vu avec le patron de la boîte. Et je me rappelle très bien, il m'a dit une phrase et ça m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, puisqu'on paye un impôt élevé, nous sommes sur un chiffre d'affaires élevé. Nous avons bien vendu au Maroc, alors payons de l'impôt. Donc vous voyez, donc je reviens à l'intervention de notre cher professeur Si Ashraf, c'est question de culture, c'est un état d'esprit, on est beaucoup plus sur de l'éthique, c'est des valeurs. Donc, il y a éventuellement les décaissements en matière de crédit de TVA, et ça c'est des remboursements faits aux entreprises, c'est quand même 8 milliards de dirhams. Donc, ce n'est pas pour défendre l'État, mais pour dire que l'État, en quelque sorte, elle encourage aussi les entreprises. Et donc, 8 milliards de dirhams décaissés sur un an, c'est quand même c'est important. Et donc, voilà, concrètement parlant par rapport à la gouvernance financière, et vous l'avez remarqué sur le slide projeté, la croissance économique, c'est la conséquence d'une gouvernance financière. Et même la gouvernance financière, elle est en étroite corrélation avec la croissance économique. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Et donc, quand on parle de gouvernance financière, il s'agit implicitement d'une croissance économique. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur un écosystème économique et financier qui regroupe un ensemble de chantiers et de réformes.
Et donc le Maroc, il rejoint l'Union africaine. Nous avons d'autres partenaires, donc nous sommes sur des enjeux économiques et financiers à l'échelle internationale. Il y a l'Union européenne, il y a le Conseil des pays du Golfe, et donc il y a ce que j'appelle personnellement la question du croisement des réformes. Donc on est sur le plan Maroc vert, il y a l'initiative de développement humain, il y a la vision touristique 2020, il y a la stratégie industrielle, nous avons la stratégie énergétique nationale. Éventuellement, aujourd'hui on parle de stratégie nationale de développement durable horizon 2015-2020. Donc un ensemble de réformes et de chantiers qui touchent et la gouvernance financière et la croissance économique. Et donc par rapport à l'indice développement humain, donc en faisant quelques recherches, donc l'indice développement humain au Maroc, il s'est amélioré de 40%. Une amélioration de 40% entre 2000 et 2015. C'est extrêmement important, c'est qu'il y a l'initiative de l'INDH, il y a le développement, quoique il faut faire toujours de l'effort au milieu rural. Et donc, dans le même ordre d'idées, nous avons aussi un certain nombre d'activités. Et donc le Maroc, il se développe dans tout ce qui est industrie automobile. 30% des exportations marocaines, c'est de l'automobile. Et donc, il va falloir mettre des budgets beaucoup plus conséquents. Et donc là, on est sur un lien direct entre croissance financière et gouvernance économique. Il y a la question de l'aéronautique, l'offshoring. Donc personnellement, je pense qu'on est bien parti sur l'offshoring parce que nous avons des ingénieurs en informatique, il y a de l'infogérance et des systèmes d'information. Mais par rapport à la question automobile aéronautique, la formation, le transfert de compétences, nous ne voulons pas être seulement une main-d'œuvre, mais nous voulons aussi être des ingénieurs et s'approprier des métiers. Et donc, le plus important aussi, c'est la coopération sud-sud, et c'est certainement, ça devrait être gagnant-gagnant. Donc la demande officielle déposée au Maroc pour rejoindre les pays de la CEDEAO. Et donc tout cela, on est sur des perspectives de croissance économique basées sur de la bonne gouvernance financière. Donc dans le même ordre d'idée, concrètement parlant, je passe au côté quantitatif. Donc voilà, quand on parle de croissance économique, c'est la surveillance d'un certain nombre d'indicateurs. Donc la masse salariale du Maroc, donc elle est maintenue à 10% du PIB. C'est extrêmement important. Il y a l'endettement en matière de PIB, on parle de quelque chose aux alentours de 63,5% du PIB, mais ça c'est uniquement l'endettement du budget de l'État. Quand on prend l'endettement avec les entreprises et établissements publics, c'est les dettes garanties par l'État, donc on dépasse les 75%. Et donc là, c'est alerte, quoique on n'a pas encore atteint le seuil de 80%, sachant que les États-Unis, ils ont voté dans le Congrès, je dirais une dérogation pour dépasser ce seuil. Et donc le taux d'inflation, on est sur 1,9. Et donc le taux de chômage, donc, il est contenu à 9%. Donc l'objectif du déficit, il est à 3,5% du PIB. Le déficit prévu donc à fin 2016 est à 3,9%, donc nous ne sommes pas très loin. Donc, éventuellement par rapport à la question de la CEDEAO, pour avoir une vision en matière de croissance économique, et donc le PIB du pays, le PIB Maroc, il passera à quelque chose aux alentours de 1000 milliards de dirhams en 2017. C'est-à-dire, si on rejoint les pays de la CEDEAO, donc le PIB consolidé, on passe de 600 milliards à 700 milliards de dollars. Et donc, ça va être un hub régional, une force économique ouverte sur l'Afrique centrale, ouverte sur l'Afrique de l'Est et porte d'entrée vers l'Asie, éventuellement vers les pays de la Méditerranée et vers l'Europe. Et donc, par rapport aux répartitions des investissements directs étrangers vers l'Afrique, donc 54% c'est le secteur bancaire avec le positionnement de BNCE, Tijari et Wafa Bank. Et donc le produit net bancaire réalisé en activité africaine, il dépasse les 30%. Donc voilà, ils s'inscrivent déjà dans une démarche de croissance économique et dans une coopération sud-sud. Il y a éventuellement le positionnement en matière des secteurs télécommunications, et donc c'est 34% des IDE, éventuellement. Pour tout ce qui est holding, services, infrastructures, bâtiments, ça représente 12% des IDE directs en Afrique. Et donc, remarquez avec moi, actuellement, nous sommes sur une quinzaine de conventions de non-double imposition pour l'incentive d'investissement économique. Et donc, 15% de nos exportations avec le Sénégal, 11% de nos exportations avec la Mauritanie, le reste avec l'Afrique subsaharienne, c'est que de 9,6%. Regardez le potentiel d'investissement et le potentiel de croissance en Afrique. Et donc, dans le même ordre d'idée, donc il y a l'amélioration aussi des réserves internationales nettes. Nous sommes sur quelque chose aux alentours de 250 milliards de dirhams de réserves de change, c'est l'équivalent de 7 mois d'importation. Il y a aussi la question de la capitalisation boursière consolidée à fin 2016 qui est de 616 milliards de dirhams. Et éventuellement, tout ce qui se passe en matière de création d'emplois. Donc, quoique le projet de loi de finances prévoit 23 700 postes budgétaires, il y a
un budget qui dépasse les 1 milliard de dirhams pour formation, insertion, emploi, tout ce qui est injaz, mukawalati, incentive, mais quoique il y a l'effort du secteur privé qui absente la grande partie de la population active, avec la coopération sud-sud, on parlera beaucoup plus de création d'emplois en matière locale, pour la population locale, et éventuellement il y aurait des professionnels, coachs, qui vont faire tout ce qui est suivi, tout ce qui est accompagnement et qui seront éventuellement recrutés sur le secteur national. J'observe déjà des cas dans certaines entreprises marocaines. Et donc, voilà. Et puis, par rapport à la question de tout ce qui est gouvernance bancaire, avec le régime de change flottant, donc notre cher ami ici, Haji, développera ce point. D'ailleurs, j'ai écouté sa chronique un matin à Lux Radio, et donc il maîtrise parfaitement le sujet. Je dirais juste une chose, c'est que Banque Maghreb s'est positionné dernièrement par rapport à ce point pour dire, écoutez, la fraude, elle sera maîtrisable, et il y aurait des interventions sur le marché monétaire par le biais d'injection des fonds. Et donc voilà, comme vous le savez tous, quand il y a de la devise, normalement le taux de change il baisse. Quand il y a moins de devises, le taux de change il augmente. Quoique Banque Maghreb cherche à assurer, donc il y a un problème certainement de souveraineté monétaire. Et sur la base de cela, je céderai la parole à notre cher ami Haji, un spécialiste en la matière, qui détaillera ce point davantage. Un dernier mot, merci au groupe ISGA, vous avez rafraîchi l'économie marocaine.